Les funérailles des tabous, la renaissance par l'excellence. Il y a une espèce d'effet miroir entre avant et maintenant. Je trouve que le principe de castration était plus, plus viscéral, plus formel. Castration, Ouais. chez les arabo-musulmans. La Physique. castration généralisée, c'est l'esclavage arabo-musulman. Oui, mais pas. Pour moi, quand je parle de castration, je ne parle pas uniquement de Mental. Voilà. Ok. Je trouve qu'il y a une dénaturation, il y a une espèce de. Je trouve qu'en retirant l'autorité du père, on le dénature et c'est une espèce d'annihilisme. Enfin, il disparaît, quoi. Ouais. On l'infantilise, on le ramène à Voilà, l'état d'enfant. Ok. voilà, c'est ça. C'est exactement ce que je voulais dire. Donc, je trouve qu'il y a une. Aujourd'hui, c'est encore un peu présent. Il y a des personnes qui ne supportent pas de voir un père autoritaire avec son enfant. Il y a des gens que ça dérange. Pourquoi il est autoritaire? Pourquoi il se montre autoritaire? Mais si le père ne peut pas être autoritaire, ne peut pas être présent, parce qu'être présent, ce n'est pas que la tendresse et tout ça. Je pense qu'il y a aussi des moments où l'enfant est récalcitrant, l'enfant est rebelle. C'est naturel. Je trouve que le père pourrait aussi le recadrer, par exemple. Otep, shalom, salam. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien qu'une paire de Jordan au quai 54. Ou que le sens de l'honneur dans la bouche du roi du Maroc devant la demande de la France. Bienvenue dans les funérailles des tabous. Votre émission qui, comme vous le savez, s'est donnée pour mission de répondre à l'injonction portée par France Fanon, à savoir participer à la renaissance de la communauté afro par l'excellence. Autrement dit, très loin de la victimisation et encore plus loin de la passivité. Quel plaisir de vous retrouver et aujourd'hui, j'ai la chance, l'honneur de vous accompagner sur une thématique centrale par le frère aux yeux perçants et aux conseils financiers qui ne sont pas moins. Frère Loïc, bonjour. Bonjour Herman, comment vas-tu? Ça va très bien, grâce à Dieu, merci. Bonjour Toi messieurs, ça va très bien, merci. Alors, avant de vous présenter les invités, comme de coutume, je vais planter le décor autant que possible. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Bon, vous l'aurez compris, The Voice, c'est pas fait pour moi. N'empêche qu'on connaît tous cette chanson, de près ou de loin, tellement elle a marqué les esprits. 1 milliard de vues sur YouTube. On la doit à Stromae. Mais derrière le côté un peu dansant, un peu loufoque, est abordée une problématique centrale. Où est le père? L'absence du père. Quelles sont les conséquences de l'absence du père? À la question papa où t'es, Tupac a essayé de se la poser. Obama se l'est également posé, avec des réponses différentes, avec des conséquences différentes, au point où, à notre petit niveau, nous allons la mettre sur la table en posant la question de la question. Comment devient-on papa absent? Parfois est-on forcé à le devenir? Mais avant tout, qu'est-ce qu'un père, bien évidemment? Et pour cela, je vais vous laisser découvrir nos invités qui ne sont pas là par hasard. Je vais d'abord présenter le frère Astrid Aimé. Bonjour, merci pour l'invitation et de me donner la parole. Je suis un écrivain. Tu es timide, mon frère. Je suis un écrivain camerounais. Non, c'est parce que je suis pas habitué à ce genre d'exercice. Mais je suis un écrivain camerounais et j'aborde justement dans mon premier ouvrage la parentalité, le rapport père-fils. Et c'est un honneur pour moi d'être parmi vous. Sois le bienvenu. Bonjour, alors moi je m'appelle Kevin Zoas Parker. J'ai fondé l'agence, l'application d'autopartage de voitures Lead Plus. Et évidemment pour moi la question du père absent, c'est une question je pense assez intéressante et qui donne plein de problématiques à reconnaître comment la communauté s'affaiblit et comment en fait la question du père absent en elle-même donne à voir en fait des points de lecture sur qu'est-ce que notre communauté et comment on la renforce de manière générale. Voilà. Très bien. Et puis le frère Tanguy de Bangui, que l'on ne présente plus, que j'aime présenter, le frère rassembleur, toujours là pour tout le monde, pour la communauté, pour rassembler. Sois le bienvenu. Merci pour l'invitation et merci de me donner l'opportunité de parler de ce sujet qui est fondamental. Je m'appelle Tanguy de Bangui. Je suis l'un des fondateurs du réseau d'affaires Black Network. Et on travaille à élever la communauté noire dans la diaspora. Et on pense et je pense en tout cas, qu'une communauté, pour qu'elle réussisse, il faut une famille solide. Et dans la famille, il y a un père, il y a une mère,
Et je travaille beaucoup sur ces sujets avec ma femme. On a un podcast qui s'appelle Ubuntu Love, où on parle des relations et de comment on va s'aider, s'aimer ensemble pour la réussite de notre famille, la réussite de la communauté au sens large. Très bien, merci. Effectivement, une communauté forte, c'est une communauté constituée de familles fortes. Mais avant tout, posons-nous la question quand même prioritaire. Qu'est-ce qu'un père? Quelqu'un veut se lancer? Donc voici l'ouvrage quand même. Repère. Est-ce que c'est en référence à cet adage, pas de père, pas de repère? Oui, c'est en référence à ça. Diams en avait aussi parlé d'ailleurs. Pas mal de rappeurs, notamment Tandem. C'est un peu des parents, des pères de substitution que j'ai pu avoir. Très bien. Les rappeurs, c'était pas toujours positif. Mais un père, je pense qu'un père, c'est le socle. C'est récemment, dans une de mes tournées en Belgique, j'ai rencontré un monsieur qui est venu, qui m'a parlé d'Ubuntu. Je ne connaissais pas avant. Et il m'expliquait un peu le phénomène de l'enfant, le rapport de l'enfant aux parents. Et il m'a expliqué un truc avec la terre. Il m'a fait une description, il a pris un stylo, il m'a fait une espèce de schéma, en expliquant que l'enfant était la graine sur la terre, que la mère, c'est la terre, qui apporte les nutriments à la graine pour permettre à cette graine de produire la plante qui va pouvoir grandir hors de la terre, et que le rôle du père venait justement après. Il considère, en tout cas la philosophie d'Ubuntu, si vous me dites après si je me trompe, que la philosophie d'Ubuntu considère que le père doit apporter tout ce qui n'est pas dans les premiers pas de l'enfant, en tout cas ce qui n'est pas autour d'une espèce de priorité vitale. Ça va être une espèce de douceur, les sentiments, les nutriments, vivre, survivre. Le père vient après pour donner la direction, parce que si le père n'est pas là, la plante peut prendre... Le père, c'est le guide. Voilà. Le père, c'est le guide. Si le père n'est pas là, la plante peut prendre... C'est un peu ce qu'il m'a expliqué. Donc, pour moi, le père, c'est ce qui a beaucoup manqué à ma vie. Tu t'en es aperçu à quel moment? Dès mon arrivée en France, parce que je suis arrivé à l'âge de 13 ans en France, dès mon arrivée... Tu n'as jamais connu ton père? Si, je l'avais connu. Justement, je l'avais connu. Et on a été Jusqu'à quel séparés. âge? On a été séparés, je l'ai connu jusqu'à mes 13 ans. J'ai toujours été avec lui, mais déjà séparés. Je le voyais un peu en alterné. Mais c'était un monsieur qui était là, qui était présent, qui n'a pas renoncé à son attachement vis-à-vis des enfants. Donc je crois qu'un père, c'est ça. Un père, c'est... Alors pardon, je n'ai pas tout saisi. Parce que tout à l'heure, tu expliquais que l'attachement, les émotions, c'est plutôt la mère. Ton père, sa présence se caractérisait. Il était déjà ton guide? Il était déjà mon guide, mais il était aussi... D'accord. Il jouait déjà ce rôle de... Enfin, ça peut paraître bizarre, mais mon père avait le rôle de ma mère un peu. D'accord. Enfin, en tout cas, le rôle que ma mère aurait dû avoir. Ok. C'est-à-dire une espèce de... ce qui peut être considéré dans la société actuelle comme sensibilité. La douceur. La douceur, voilà. J'ai des souvenirs de mon père que je surprends en train de me regarder. Et quand je le regarde, il ne voulait pas que je le surprenne. Mm. Je le vois qu'il détourne le regard. Mais il y a un regard, il y a une admiration, il y a de la douceur, il y a... Peut-être que ce que je dis n'est pas très objectif parce que je parle de mon père et c'est... on voit un peu souvent notre père comme un super-héros. Jusqu'à ce que je le retrouve un peu adulte avec ce regard d'homme, parce que je l'ai longtemps, entre guillemets, fantasmé. Mais c'est réel, hein, c'était pas des fantasmes complètement absurdes. Mais le fait d'avoir été coupé de lui de mes 13 ans jusqu'au moment où je l'ai retrouvé, il y a tout un imaginaire qui se crée. Et comment tu as vécu le basculement? Le basculement entre le moment où tu es avec lui, oui. le moment où il sort de ta vie. C'est dur parce que on se crée des... En fait, l'enfant, il est dans... C'est comme on dit, la nature a horreur du vide. On se crée parce que l'enfant, il est en permanence dans la recherche de ses figures paternelles. Et donc, on se les crée, on les trouve un peu où on peut avoir accès. Et donc, comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas si on était en off, les footballeurs, les rappeurs, on déconne un peu. Il y a quelques figures aussi paternelles dans la cité. Et j'ai pas très bien vécu le fait d'être loin de lui. Surtout à 13 ans, c'est l'âge où tu deviens Ouais, voilà. adulte. Donc,
Tu as besoin à un moment donné d'avoir C'est ça. quelqu'un sur qui t'identifier pour grandir. C'est ça. Et surtout, tu te rends compte après, enfin pas sur les 13 ans, mais après, tu te rends compte qu'en fait, ceux que tu as pris pour des pères, c'est pas, enfin, ça suffit pas. Ça suffit pas. Il faut ce rapport, Au sang. voilà, il faut ce rapport même physique, enfin, en présence. D'accord. Il faut qu'il y ait une transmission réelle, en fait. D'accord. Donc pour toi, le père, c'est le guide et le sens de la transmission. Voilà. Alors, pour rebondir sur ce que tu as dit, je trouve ça assez intéressant parce que moi, ça a été le contraire, c'est-à-dire que c'est ma mère, du coup, qui a joué le rôle de père et de mère. Là où ton père, toi, c'est le rôle, il a joué ce rôle, mais c'est ton père. Alors, moi, j'ai pas connu mon père dans le sens où il est resté au Cameroun, c'est-à-dire que ma mère est venue en France, elle est restée en France, mon père est resté au Cameroun. On s'est parlé, allez, tout et pour tout, dans ma vie, 5-6 fois. C'est-à-dire que vraiment, il y a eu vraiment un vide vertigineux du père. C'est-à-dire que je ne peux même pas dire, enfin, je me souviens à peine le son de ça, c'est-à-dire que la dernière fois qu'on s'est parlé, j'avais 13 ans, 14 ans au grand maximum, quoi. Et lorsque tu dis que ta mère a joué le rôle de Elle a joué à la fois, C'est-à-dire que je pense qu'elle a vraiment pris à cœur de m'expliquer, par exemple, évidemment, l'histoire de la première fois sa cravate. Mhm. Voilà, c'est-à-dire que vraiment, elle a regardé des tutos sur YouTube D'accord. pour regarder comment on met une cravate, pour vraiment pouvoir me le dire d'accord. et me l'enseigner. C'est-à-dire qu'elle a vraiment joué ce rôle, elle a vraiment été... elle savait que Ce rôle de guide. dans l'éducation, avoir manqué de père, c'est manquer de repères. Parce que avoir deux parents, c'est avoir deux formes de repères. Mhm. La langue de la mère, la langue du père, les voyages du père, les voyages de la mère. Voilà, donc ça, c'est tout ce que ça donne à l'enfant. Un parent seul doit donner, du coup, x4 par rapport, pour combler le manque, x4. x2, pardon, désolé, pour combler le manque du père. Et donc, du coup, ça en arrive à des situations, elle a dû jouer le rôle de père et de mère. Et je pense que l'absence du père, au-delà même d'être une souffrance, je pense que ça a été une souffrance un peu sous-jacente que je n'ai pas ressentie tout de suite, parce que je ne l'avais jamais connue. Donc c'est quelque chose auquel tu t'habitues, mais que je me surprenais des fois à désirer quand même. Mon imagination, comme tu disais, elle travaillait beaucoup à T'avais la imaginer, sensation qu'il te ouais, manquait voilà, quoi? à imaginer quand même qu'est-ce que ça pouvait être d'être avec un père, d'être dans une famille avec un père. Et Mais une toi, tu avais la sensation qu'il te manquait quelque chose pour te construire? Je pense que j'avais pas la sensation que ça me manquait, mais que ça m'aurait amélioré. Voilà, c'est-à-dire que je me sentais complet, mais que peut-être que si j'avais eu un père, j'aurais été encore mieux que ce que je suis. Et avant de céder la parole au frère Tanguy, quand vous avez vu, j'imagine, comme tout le monde, le clip de Stromae Ouais, que j'évoquais en introduction, ça vous a fait quelque chose? non. Non? Vous en souvenez ou pas du tout? Alors, je sais que c'est longtemps après, en Ouais. fait, puisque moi, j'avais quoi? Ah oui, c'est vrai. Ouais, Bon. Voilà. Je suis cadet, donc j'étais assez jeune. D'accord. À ce moment-là, je crois que c'était il y a quoi, 10 ans, quelque chose Ouais. comme ça. Ouais. Après, Ça m'a... pas grand-chose. Moi, j'ai posé la question à mon père un jour. Ouais. Je lui ai dit, papa, où t'es? Donc ça t'a marqué Ouais. quand même ce clip. Ce clip m'a marqué. Et mon père il aimait beaucoup. Quand je parle au passé parce qu'il n'est plus présent. Il m'a dit, je suis là, mon fils. Ok. Il m'a dit, T'as répondu, je je suis au suis là. pays. Ouais, je suis au pays. Il a quand même répondu. Ouais, il a quand même répondu. Alors moi, j'aimerais avoir, merci les frères, j'aimerais avoir le propos de Tanguy, parce qu'il contrebalance. Lui, c'est un père présent. Et quand je dis présent, moi, ce que j'affectionne, et ce qui me rend admiratif de Tanguy, au-delà de son rôle à l'échelle de la communauté, c'est sa présence auprès de ses enfants et qu'il sait mettre en scène, non pas pour dire, regardez comment je suis un père, non, c'est pour inspirer. Parce qu'il sait que c'est un fléau qui touche notre communauté. Et il prend de son temps en permanence pour faire des photos, filmer, montrer ses enfants, montrer qu'il est là. Donc, est-ce que tu peux nous parler, toi, de ton expérience de père, s'il te plaît? Quel est ton rôle, penses-tu, du père? Alors, pour répondre déjà même à la première question, c'est quoi un père? C'est un homme, déjà. Après, la question, c'est quoi un homme? C'est différent en fonction des cultures, en fonction du niveau social, de plein de paramètres. Mais je sais que dans mon cas, j'ai eu un père. J'ai eu la chance d'avoir un père. Et un père, alors, présent,
c'est un grand mot et j'espère qu'on va en discuter. Ça veut dire quoi être présent? Ouais, présent, ouais. À quel moment on est présent? À partir de quel moment on est présent? Aujourd'hui, on est dimanche matin, je ne suis pas avec mes enfants. Est-ce que je suis présent? Et ça m'arrive souvent professionnellement de ne pas être chez moi. Pour autant, je pense être présent pour mes enfants quand même. Et donc moi, j'ai eu un père présent. Et quand on est un homme, parce que je pense que c'est différent aussi dans le rôle d'un père dans la vie d'un garçon et dans la vie d'une fille, mais le père, c'est le guide. Je vois mes potes qui n'ont pas connu leur père, je sens qu'ils ont des lacunes, même pour être eux des hommes. En tout cas, quand je les vois, je me dis, mais normalement, un homme ne fait pas ça. C'est comme ils n'ont pas eu de repères, ils n'ont pas eu, comme tu le dis dans ton livre, ils n'ont pas eu d'exemple de ce que fait un homme. Pour moi, un homme, par exemple, il ne joue pas à la console toute la journée et il laisse sa femme faire les choses. Pour moi, un homme ne fait pas ça. Mais comme eux, ils n'ont pas eu de père. Tu peux le redire fort, s'il te plaît? Parce que ça, c'est non, mais c'est quelque chose qui touche, alors pas que notre communauté, il ne s'agit pas de Non, discriminer, c'est pas que c'est notre quelque chose qui communauté. touche beaucoup Beaucoup de garçons. issus des classes populaires. Et beaucoup de pères aussi. Voilà, beaucoup de pères, le fléau des Beaucoup jeux de vidéo. pères, ouais, Ouais. je trouve. Jouer à la console, t'es là, FIFA et tout, alors que t'as ta femme qui se bat à gauche, à droite. Je me dis, bon, qu'est-ce qui fait que tu fais ça? Et souvent, les gars qui font ça, c'est qu'ils n'ont pas eu de père. Ils ne savent pas j'ai l'impression en tout cas qu'ils ne savent pas quel est le rôle d'un père, comment le père, l'homme doit se comporter dans la maison, comment l'homme doit se comporter vis-à-vis de sa femme. Donc pour un garçon, c'est important d'avoir un père, parce que c'est celui qui va lui donner finalement le guide et l'exemple dont il a besoin. Et les filles aussi, qui n'ont pas eu de père, je trouve aussi que la difficulté que je vois, c'est qu'elles ont du mal à trouver un homme, ou en tout cas à se comporter avec un homme, parce qu'elles n'ont pas eu un homme qui fonctionne d'une manière ou d'une autre avec sa femme. Donc le rôle d'un père, et être un père, c'est cette notion de guide. Non pas que la mère ne soit pas importante, mais justement, c'est un équilibre. Tout ce qu'on cherche, nous, dans la vie, c'est un équilibre. Ne pas être trop dans l'un, trop dans l'autre. Et le fait de manquer de l'un ou de l'autre, ça crée ce déséquilibre qui nous empêche d'être épanouis, en tout cas qui peut nous empêcher d'être épanouis dans notre vie de tous les jours. Merci pour cette réponse plus que précise et nuancée. Et je me permets de rebondir sur cette notion d'équilibre, sur cette notion autour du cycle de reproduction, du schéma reproductif. Est-ce que tu penses qu'il est possible, si oui, comment, de briser le schéma reproductif? Parce que comme tu l'as dit, un enfant qui grandit sans père a vocation presque à être un adolescent éternel. Et un adolescent, et ça reproduit, et ça peut occasionner des pères absents, puisque manque de sens de responsabilité. Il y fait pas passe, il panique, et il préfère prendre ses jambes à son cou et pas avoir le sens du sacrifice. Donc, qu'est-ce que tu préconises, ou comment penses-tu pouvoir briser, enfin, qu'on puisse briser ce cycle infernal? Moi, c'est d'ailleurs, je pense, moi, le message que j'ai envie de passer. Si j'avais qu'une seule chose à dire aujourd'hui aux gens, c'est, comme disait un célèbre rappeur, on n'est pas condamné à l'échec. Tu vois. Et si on n'a pas grandi avec un père, mais on peut apprendre. Nous, les gens, moi, qui m'intéressent, c'est des gens qui prennent leur vie en main, qui ne se laissent pas vivre comme une feuille morte, comme ça, et avancer au gré du vent, qui prennent leur vie en main et qui décident de changer, comme toi, tu as pu le faire, comme moi, j'ai pu le faire, comme d'autres ont pu le faire. Et ce que nous, on a pu faire d'un point de vue professionnel, mais on peut le faire aussi d'un point de vue familial, et se dire, je me rends compte que j'ai des lacunes, je joue à la console, je ne suis pas toujours présent, mais je me forme peut-être, je vais chercher l'information pour être celui que je dois être en identifiant ces lacunes. Et ça peut passer par de nombreuses choses. En Afrique, on dit il faut tout un village pour élever un enfant. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est parce qu'on a cet Ubuntu-là. Je suis parce que nous sommes. On ne s'appuie pas uniquement sur une personne, le père est absent et ça y est, on est foutu. Non, il y a des oncles, il y a un grand-père, il y a des amis de la famille. Très important. Donc on peut s'appuyer sur ces D'autres personnes-là. figures paternelles, Voilà. d'autorité. Aller chercher exactement une figure paternelle. Et je pense qu'il faut aller chercher ces gens-là et voir comment est-ce qu'on peut s'inspirer de ces gens-là. Et puis après, peut-être aller ailleurs. Mais il y a d'autres repères que le père. Merci. Et justement, est-ce que vous avez engagé cette démarche d'aller chercher, et pas simplement de recevoir via la télévision des figures déviantes, mais est-ce que vous, dans votre cercle familial ou autre, vous avez été à la recherche d'une figure paternelle? Alors moi, oui. Et d'ailleurs, ça colle exactement, comme je vous parlais tout à l'heure, avec le moment où, vers 13 ans, tu te rends compte un peu que... La crise d'adolescence. Voilà, la Loïc. crise d'adolescence, vers 13 ans, quand tu te rends compte un peu que, bon, je n'ai pas de père.
Moi, j'ai eu la chance d'avoir un oncle qui est vicaire à Montmartre, enfin, qui a fait des grosses études, donc qui a pris mon éducation en main, qui me donnait des cours le dimanche de maths, de philosophie, donc, ce qui fait que je pouvais performer à l'école. Et donc, de manière sous-jacente, avoir des meilleures études, avoir du coup un meilleur niveau professionnel. Mais voilà, il m'emmenait en voyage, on faisait des randonnées. C'est ton oncle. Voilà, donc c'est mon oncle, le frère de ma mère, mais qui revenait d'un long voyage, D'accord. d'un très très long voyage. Qui lui-même avait des enfants? Non, Ok. il était prêtre. Ok. Voilà, Mhm. donc lui n'avait pas d'enfant. Et ça a été, je pense que ça a été, pour moi, ça a été vraiment une manière d'avoir un père. D'accord. Je me souviens, la scène qui m'a, je pense, le plus choqué, c'était, non, qui a surtout choqué ma mère d'ailleurs, c'était le jour où je devais me faire, pas baptiser, mais avoir ma confirmation religieuse. Et il n'y avait que ma mère, ma sœur, pas de père, et il n'y avait que mon oncle D'accord. qui lui me faisait la confirmation. Et donc c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est là où tu ressens le poids de ne pas avoir une famille, de ne pas avoir un père surtout, parce que du coup, un père complète la famille. Et c'est là où tu te rends compte que, ah ouais, j'ai pas de père, quoi. Donc quand même ton oncle. Voilà, mais il y a cet oncle pour contrebalancer, comme on parlait d'équilibre justement, mais tu te dis, je n'ai pas de père, mais c'est pas si grave. Mais tu en as quand même un. Voilà, il y a quelqu'un. Très bien, merci. Moi, c'était un beau-père, parce qu'en arrivant en France, ma mère s'est mariée Mhm. avec un monsieur d'origine portugaise. Mhm. Il peut y avoir un choc quand tu grandis au Cameroun, tu arrives d'un père blanc. C'est une expérience, ça. C'est une sacrée expérience. Non, parce qu'il y a du bon, il y a du mauvais. Je peux pas. Donc tu rentrais dans l'adolescence, Je rentrais dans dans l'adolescence. l'esprit de rébellion. Voilà. Donc ça fait qu'au bout d'un moment, il commence à avoir des. Voilà, t'es pas Tu mon écoutais père. déjà du rap ou pas? Oui. Ok. C'est pas quelqu'un face à qui tu t'es identifié Non, ou ça, qui t'a ouais, non. aidé à... Tu étais en opposition. Et- On va te laisser. Et pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à l'oncle, je ne pense pas que les oncles, je pense pas qu'il soit possible de leur donner cette responsabilité. Je pense qu'en fait, les oncles, et un peu comme disait le frère Tanguy, les oncles et les personnes qui sont externes peuvent avoir des rapports qualitatifs sur les courts moments où on va se voir. On ne peut pas dire qu'un oncle, c'est vrai que, en tout cas chez nous, du côté de ma mère, en tout cas parce que je suis bêtis du côté de ma mère, on considère que l'enfant de la femme est plus l'enfant du... Enfin, je sais pas comment... C'est un peu particulier. L'oncle est plus le père de l'enfant que le père. Parce qu'on sait le père, ça peut être n'importe qui. L'oncle, on sait qu'il est, voilà, il est passé par le même utérus que la mère. Donc, j'ai eu la chance... Pour le frère. Ouais, j'ai pas compris. Ouais. Pardon. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, si j'ai une sœur, on considère que l'enfant de ma sœur, je suis plus le père de l'enfant, je suis plus un père En pour fait, son il enfant. n'y a pas de test Ok. ADN. Il n'y a pas de test Que ADN. le donc père, tu vas te- parce que le père, on sait que c'est le père parce que la dame a dit, voilà, c'est lui. Mais on n'est pas sûr. Mais On sinon, n'est pas sûr. sinon, on n'est pas sûr. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, du coup, j'ai eu la chance d'avoir un oncle comme ça. Et aussi, j'ai eu énormément de chance de rencontrer un psy, De rencontrer un psychiatre. un psychiatre. Psychiatre. Non, pas un psychiatre, un Psychologue. psychothérapeute. Ah, Un psychothérapeute. psychothérapeute. Parce que psychiatre, c'est comment C'est un peu vraiment différent, voilà, là. c'est un peu différent. Un psychothérapeute. Un psychothérapeute qui m'a Dans quel cadre? Enfin, comment on t'a amené? Turbulent? turbulent, Ok. turbulent, juge pour enfants, Ok. menace pour la société et tout ça. D'accord. Si vous étiez majeur, vous serez en prison, monsieur, etc. Ah oui, tu étais comme hot dog dans Menace to Society. Ouais. C'est ça? Les armes en moins? Pas les armes en moins, Ok. et quand même quelques repères enfouis Ok. en plus. Donc le placement au foyer, Est-ce que tu en voulais à la terre entière? peut-être encore un peu. Ok. Il y a encore un peu de ce truc dont j'essaie de me défaire. Mhm. Donc, ouais, le placement au foyer, la colère. Et de là, je me retrouve à avoir un psy, parce qu'il y a un psy dans les foyers, mais elle s'est montrée, elle a su qu'elle n'était pas vraiment compétente. Donc, elle m'a dit, va voir ce monsieur, il est pas mal. Il s'appelle Pierre Duterte. Donc, je suis allé le voir, monsieur Pierre Duterte. Assez particulier, le monsieur. Un monsieur blanc. Mhm.
au début, je suis fermé, je dis non, je ne suis pas fou, parce qu'il y a un peu cette idée que quand tu vois un psy, t'es fou. Mais il a su créer un rapport entre nous. Il a compris ma problématique, en fait. D'accord. Ma problématique, c'était la place du père. Il a créé un rapport entre nous il a su qu'en fait, pour m'aider à m'en sortir, parce qu'en fait, les psys ne sauvent pas. Je ne pense pas qu'un psy sauve, un psy t'aide à te sauver. Il a compris que pour m'aider, il fallait qu'il dépasse le cadre. Il fallait qu'on sorte un peu du cadre psy-patient. Ça peut être vu comme dangereux, mais lui, il a su le faire avec parcimonie. Il a su doser la chose. Donc, on avait un rapport un peu comme ça où il m'a donné un livre. Il a compris en fait mes problématiques, il m'a donné un livre à lire, The Autobiography of Malcolm X. Et à partir, voilà, premier livre que j'ai lu de moi-même, pas qu'on m'oblige. Lis ça, faut que tu lises ça. Donc j'ai lu ce livre-là et voilà. Donc c'est un monsieur qui a eu un rôle très important dans ma vie, qui a été une figure paternelle. Je pense même que le fait que j'écrive avec mon père, c'est un monsieur qui est très lettré, passionné de littérature. Je pense qu'il y a aussi un peu de cette rencontre avec le psy. Alors, je me permets de faire une transition toute trouvée, merci, sur le rapport à la lecture et à l'écriture. On sait que la mère, c'est celle qui apprend à l'enfant à parler, celle qui lui parle en permanence, donc c'est l'oralité. La place du père, selon certaines traditions, c'est d'apprendre à l'enfant à écrire et à lire. Si je prends par exemple une communauté que je connais très bien, la communauté juive, la bar mitzvah, donc l'âge où l'enfant rentre dans l'âge adulte, on lui fait sauter l'adolescence à 13 ans. De quelle manière? Bien directement, par la lecture et l'écriture. Donc ma question, et là je m'adresse à Tanguy, est-ce que tu as des enfants qui ont plus de 13 ans? Non. D'accord. Est-ce que tu les mets pied au plancher déjà? Est-ce que tu leur as transmis le goût de la lecture et de l'écriture? Ouais. Écriture, pas particulièrement. Mais lecture, oui. Après, je ne sais pas si c'est un rapport de père véritablement. Moi, les choses sont faites de manière un peu empirique. Je dis toujours, je l'ai dit tout à l'heure, que le père est un guide, comme la mère est une guide aussi sur ses sujets de prédilection. Et le fait est que moi, j'aime beaucoup lire. J'aime beaucoup lire, les enfants me voient lire. Et comme ils me voient lire, eux aussi, ils se disent que c'est bien de lire. Et ils lisent, l'exemple, tu vois, oui. c'est ça. Donc sans que ce soit moi particulièrement, et peut-être que j'aime plus lire que ma femme, mais c'est pas, je pense pas que ce soit un truc de père particulièrement, je pense pas. Et pour te dire, même raconter une anecdote, le mercredi, je reste souvent avec mes enfants et j'essaie de les occuper, je réfléchis qu'est-ce que je vais faire pour les occuper. Et je parle avec ma mère, je dis, je suis avec les enfants, qu'est-ce qu'on va faire? Elle me dit, mais pourquoi tu les emmènes pas à la bibliothèque? Je dis, Elle me dit, mais vous, quand vous étiez petit, tous les mercredis, je vous emmenais à la bibliothèque pour lire. Tu vois, ça vient de ma mère. Et depuis, c'est moi qui les amène, mais c'est ma mère qui m'a rappelé ça, tu vois. Et je les emmène et c'est vrai qu'ils prennent 10, 15, les bibliothèques, c'est gratuit et tu peux prendre énormément de livres. Et ils ont maintenant cette volonté de lire. Et c'est vrai que quand je les amène au Salon du livre africain, par exemple, tu as l'impression qu'ils sont à Disney. Ils courent partout. Tu vois, le manga, tel truc. Belle phrase. Au Salon du livre, tu as l'impression qu'ils sont à Disney. C'est quelqu'un qui m'a dit ça de mes enfants. C'est pour ça que je les reprends. Parce qu'on les voyait courir partout comme ça, à fond. Mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui vient du père. D'accord. Voilà, c'est là où je j'ai ne compris. pourrais pas te dire. Mais pour autant, c'est l'exemple. Okay. C'est ça. Le rôle du parent, c'est d'être l'exemple, de montrer à l'enfant comment est-ce qu'on vit, comment est-ce qu'on se développe. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire. Et c'est pour ça que c'est une grosse responsabilité, en vérité, d'être parent. Parce que on sait qu'on a des défauts en tant qu'humain. Et on essaie toujours de les corriger. Parce que même si on parle à nos enfants, eux, ils vont refaire ce qu'ils ont vu et pas forcément ce qu'ils ont entendu. Ce qui est difficile. Et merci déjà pour cette réponse. Est-ce que il t'arrive de sortir de tes gonds, de t'énerver? On est des humains. Non, mais c'est une introduction à une autre question. La vraie question est la suivante. Partant d'un constat selon lequel la communauté afro, comme souvent les communautés populaires, la communauté afro très particulièrement, une communauté connue pour son impulsivité, pour son manque de maîtrise de soi.
Or, tu l'as dit tout à l'heure, avant d'être père, il faut devenir homme. Mm. Et selon certains, être homme, c'est savoir se retenir, apprendre à se maîtriser. Mm. Et dans une communauté où le père n'existe pas en tant que fonction, et puisqu'il ne s'agit pas juste de donner de l'argent ou de remplir un frigo, mais d'être présent, d'être un guide, eh bien, du fait qu'on n'ait pas de père, eh bien, ça nous cultive. En fait, est-ce qu'il t'arrive régulièrement, enfin, t'arrive-t-il souvent de t'emporter, de perdre tes nerfs? Non, parce que c'est pas dans mon tempérament. C'est pas dans ton tempérament? Ouais. Alors bon, tu te doutes bien que cette question introduit une autre question. La question de la colère, de la maîtrise de soi. Tu as évoqué tout à l'heure de façon très pertinente le fait qu'avant d'être un père, on doit être un homme. Or, on sait que, en tout cas, il a été dit que être un homme, c'est savoir se maîtriser. Il se trouve que notre communauté se caractérise par une certaine forme d'impulsivité. Pire, on glorifie la colère. Pour nous, la colère, c'est une arme, c'est une affirmation de soi, c'est une virilité. Donc, comment réagir? Quel est votre rapport à la colère? Et êtes-vous parvenu, parce que tout à l'heure, tu nous as parlé de justement un moment dont tu as traversé une tempête qui t'a amené même devant un psy. Comment avez-vous traversé ce moment propre à l'adolescence, en prime, de la colère? Alors moi, comme je suis le plus jeune, donc du coup, je me souviens encore de mon adolescence et du coup de ce lien entre, du coup, pour faire le lien entre père et colère. Entre père et maîtrise de soi, il y a absence de père, et plus que de la colère. Alors, c'est marrant parce que moi, je ne l'ai pas particulièrement vécu comme ça. Comme je te le disais, ma mère a déployé des trésors d'imagination dont la bibliothèque était son arme favorite. D'accord. Mais c'est vrai que de ce que j'ai pu voir autour de moi, notamment ma sœur, elle, par exemple, elle a eu à passer, et je pense qu'elle se bat encore contre, pour contenir cette colère émotionnelle. Et je pense que c'est dû au fait que c'est simple, tu n'as pas, contrairement aux autres enfants, quand tu n'as pas de père, tu n'as pas de deuxième filet. De deuxième filet émotionnel pour te confier, voilà, ça fait toujours partie un peu de l'importance d'avoir deux parents. C'est de pas seulement peser sur l'un, mais peser sur deux, donc d'avoir un poids différent, donc de pouvoir décharger notamment sa colère. Et c'est vrai qu'on retrouve ça énormément dans la communauté, évidemment, que ce soit par les rixes, que ce soit par le rap, mais qui... Mais toi, tu n'as pas été personnellement touché. Mais personnellement, je pense que... Mais je ne suis pas un bon exemple, épargné. quoi. Voilà, moi, je ne suis pas un bon exemple Très sur bien. ça. Je considère que l'amour annule la colère, ou limite la colère. L'amour? Ouais. Ok, intéressant. Euh, Dans quel sens? Donc, pour toi, les adolescents fougueux manquent d'amour? Manque d'amour, ouais. Ok. Et même souvent, Manque de manifestation d'amour ou manque d'amour tout court? manque de manifestation et même manque de réception, de rapport à l'amour. Ok. Parce que souvent, quand on est pris dans un élan de colère, ce qui peut nous limiter, ça peut être l'amour. On peut s'en prendre à quelqu'un ou être en colère vis-à-vis de quelqu'un, mais la limite va être marquée par les sentiments réels qu'on éprouve pour cette personne. Et la communauté noire manque d'amour. Il y a Mais un manque d'amour. Parfois, l'amour est lié à la passion et la passion peut t'amener à avoir des comportements extrêmes dans le sens négatif, Mais dont si la c'est- colère. Mais si c'est de l'amour pur et sincère, tu te dis, là, On stop. entend beaucoup de personnes, par exemple, de femicides, justement, qui sont décédés suite à des conflits passionnels. Et l'homme te dira toujours qu'il aimait sa femme plus que tout. Et est-ce qu'on est sûr que c'était de l'amour, ça? Est-ce qu'il l'aimait? Est-ce que c'est ça, l'amour? Ah bah là, si on rentre dans une... Est-ce que c'est ça, l'amour? on peut s'en sortir. Mais j'aimerais qu'on prenne un peu de hauteur. Dans mon oreillette, on me dit qu'il faut prendre un peu de hauteur et c'est toujours bon. Ça ne fait jamais de mal. Comme on sait, on analyse les fruits, on analyse la branche, mais essayons de venir un peu aux racines. Et alors que l'on prend cette question de la parentalité sur le terrain africain, ça nous ramène à la colonisation. Sur le terrain afro-caribéen, ça nous ramène à l'esclavage. Est-ce que, pour vous, l'origine de cette explosion du rôle du père se trouve là-dedans? Ou alors est-ce que vous y voyez une excuse facile qui vise à se décharger de ses responsabilités personnelles? Pour moi, c'est un peu une excuse facile. Je mesure Par mes exemple, propos. pardon, je termine, hein, aux Antilles, c'est un fléau Ouais.
incalculable. On parle même de femmes, des mères potomitantes. Ouais. Tellement c'est accepté, alors que l'esclavage, on sait, les pères, on interdisait aux familles de se constituer. Ouais. Les hommes afro, ils étaient arrachés à leur famille, c'était des mâles reproducteurs. Je pense qu'on ne peut pas opposer les deux. Ce que tu viens de dire, on ne peut pas l'opposer. C'est un peu de l'un et un peu de l'autre. D'accord. Un peu de l'un dans le sens où oui, c'est une excuse facile d'une communauté. Je pense qu'il y a une faiblesse économique conduisant forcément à fuir certaines responsabilités, notamment paternelles, parce qu'on n'a pas de famille pour assumer derrière la charge d'un enfant. Et évidemment, au-delà de ça, on peut retrouver en moindre mesure une des conséquences de l'esclavage, de la colonisation, puisque il y a eu à ce moment-là une explosion des familles de manière géographique. Donc, en partant de ces deux postulats-là, je pense que c'est un peu l'un, un peu l'autre, et pour moi, on a tort de les opposer. Pour venir sur l'esclavage, je trouve qu'avec le principe, il y a une espèce d'effet miroir entre avant et maintenant. Je trouve que le principe de castration était plus viscéral, plus formel. Castration, donc, Ouais. chez les arabo-musulmans. La Physique. castration généralisée, c'est l'esclavage arabo-musulman. Oui, mais pas. Pour moi, quand je parle de castration, je ne parle pas uniquement de Mental. voilà. Ok. Je trouve qu'il y a une dénaturation, il y a une espèce de. Je trouve qu'en retirant l'autorité du père, on le dénature et c'est une espèce d'annihilisme. Enfin, il disparaît, quoi. Ouais. Euh, On l'infantilise, on le ramène à Voilà. l'état d'enfant. Ok. Voilà, c'est ça. C'est exactement ce que je voulais dire. Donc, je trouve qu'il y a une. Aujourd'hui, c'est encore un peu présent. Il y a des personnes qui ne supportent pas de voir un père autoritaire avec son enfant. Il y a des gens que ça dérange. Pourquoi il est autoritaire? Pourquoi il se montre autoritaire? Mais si le père ne peut pas être autoritaire, ne peut pas être présent, parce qu'être présent, ce n'est pas que à la tendresse et tout ça. Je pense qu'il y a aussi des moments où l'enfant est récalcitrant, l'enfant est rebelle. C'est naturel. Je trouve que le père pourrait aussi le recadrer, par exemple. D'accord. Mais par contre, il y a des façons qui peuvent être abusives, que le père ou une mère va avoir dans la répression, qui est pour moi aussi symptomatique de l'esclavage. D'accord. On a des deux Les- extrêmes. Voilà, les fouets, L'infantilisation voilà. ou le côté tyrannique. Voilà. D'accord. Alors, je n'ai pas d'avis sur l'histoire, tu vois. C'est un fait. En tout cas, sur les Antilles, c'est un fait que les familles ont été séparées, véritablement. Mais pour autant, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et je rebondis sur ce que tu disais juste avant. Moi, je ne pense pas que dans la communauté noire, donc en Afrique subsaharienne, on soit particulièrement colérique, que les pères soient particulièrement colériques. Il y a des cas, effectivement, de parents qui boivent et tout, qui s'emportent. Mais l'image que j'ai des pères dans mon entourage et dans l'entourage des gens que je fréquente, c'est surtout des pères sévères. D'accord. C'est là, nos pères ne sont pas méchants, nos pères ne sont pas colériques, mais nos pères étaient sévères. Et c'est ce qui fait que, même si parfois on a cherché à goûter, à tester la vie, on marchait droit. D'accord. Et je trouve que c'est ce qui manque dans la société d'aujourd'hui, Et par sévérité, qu'est-ce que tu entends factuellement? les règles. Les règles, d'accord. Moi, je me souviens que mon La père loi. me disait, voilà, mon père me disait, La quand tu discipline. fermes la porte de la maison, tu n'es plus en France, Ok, tu es chez moi. d'accord. Et chez moi, ça fonctionne comme ça. D'accord. Et aujourd'hui, moi, quand je suis avec mes enfants, je ne vais pas employer la même Alors, je peux phrase. me monter un peu intrusif, tu m'excuses Tanguy. Dis-moi, Est-ce qu'il avait recours jusqu'au châtiment physique? Parce que c'est un débat, ça. je suis pas une balance. Non, mais nos parents venaient d'Afrique. Aujourd'hui, il y a prescription. Et chez nous, le châtiment corporel, ça en faisait partie. D'accord. La chicotte, tout ça, ça en fait partie. Mais ça n'a pas empêché qu'on sentait de l'amour chez Ok. nos pères. Parce que tout En ça, fait, je là, c'est reformule. question de- Est-ce que tu penses qu'on peut éduquer avec discipline et sévérité donc un enfant de façon correcte sans avoir recours à un moment ou à un autre? À la chicotte, Voilà. oui. Ok. Parce que la sévérité et l'application des règles, c'est pas que la chicotte, c'est la sanction. Ok. Par exemple, Macron nous a tous mis la pression pendant le Covid, en nous disant vous sortez pas, vous faites pas ceci. Il nous a jamais tapé, il n'avait pas besoin. Taper au portefeuille. Il nous sanctionnait. Ouais. Mhm. C'est ça en fait, Ah ouais. on a été sanctionnés. Sanctionné. Et la question c'est, quand on éduque un enfant, dans quelle mesure on le sanctionne? Dans quelle mesure on lui explique la sanction pour qu'il comprenne? Nous, on n'a jamais... Il y a beaucoup de gens qui vous diront oui, nos parents ne nous disaient pas je t'aime ou ceci, cela. Mais nos parents, nos pères particulièrement, nous montraient qu'ils nous aimaient.
ils avaient un langage de l'amour qui était différent. Et on sait aujourd'hui, avec le recul, quand on voit la difficulté d'être père pour chacun d'entre nous, que ce qu'ils faisaient quand ils allaient travailler pour nous et qu'ils se privaient de nombreuses choses, de loisirs et autres, pour que nous, on puisse avoir des baskets, pour que nous, on puisse manger à notre faim, eh bien ça, pour le coup, c'était leur marque d'amour. Et pour certains, effectivement, en tout cas pour le mien, il avait quand même la sagesse de nous expliquer, même s'il nous chicotait, il nous expliquait pourquoi il nous chicotait, pourquoi est-ce qu'on avait transgressé les règles. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est plus serein, plus discipliné, j'ai envie de dire, et qu'on peut transmettre ça. D'accord. C'est pas de la colère pour moi. Enfin, D'accord. c'est pas un manque de maîtrise de colère. C'est plutôt la discipline, la sévérité, et c'est ce qui permet de marcher droit par la D'accord. suite. Merci. Alors, vous savez peut-être, depuis quelques années, il y a une petite musique qui circule en écho au mouvement MeToo et une forme de tsunami féminisme et féministe 2.0 qui montre, on entend certains pères reprocher à certaines femmes de prendre leurs enfants en otage et quasiment ils estiment qu'ils ne sont pas absents de gré, c'est-à-dire qu'ils sont forcés à être absents. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez, vous, observé ou pas? L'instrumentalisation des mères à l'égard des enfants pour éloigner les pères. Est-ce que je l'ai observé? Non, mais après, c'est dû à mon âge, Ouais. parce que peu de gens autour de moi ont des enfants, donc je ne connais pas encore ces problématiques-là. Est-ce que pourrait y avoir une instrumentalisation du coup de la femme? En gros, alors, je reformule. Si j'ai bien compris. Il y a une diabolisation, Diabolisation. par Oui, certains courants féministes féministe 2.0. de l'homme, à bas le patriarcat, mais avec D'accord. tout ce que ça implique, c'est-à-dire Mhm. même la notion d'autorité masculine, la Mhm. notion de l'homme, c'est le guide. Tout ça est remis en cause avec des répercussions, peut-être. Donc, c'est la question que je vous pose. Est-ce qu'en somme, vous pensez que le féminisme conduit à encourager les pères absents, ou en tout cas Bien sûr. à diaboliser les pères? Moi, je réponds oui. Ok. Je réponds Moi, oui. Enfin, excuse-moi. si- Continue. Je réponds un oui sans hésiter. De facto, on crée un conflit entre deux entités qui sont primordiales Mhm. dans le développement d'un enfant. Et comme je parlais tout à l'heure, par exemple, du parent 1 et du parent 2, je trouve que c'est une façon un peu quelque part d'annuler. Alors, tu peux expliquer pour ceux qui n'ont pas saisi, s'il te plaît? Il me semble que, je ne sais pas exactement l'année, mais il me semble que récemment, il y a une loi qui est passée comme quoi il n'y a plus vraiment obligation de dire père et mère. Maintenant, c'est parent 1, parent 2. Je trouve qu'en faisant ça, on annule à la fois le rôle du père, en tout cas, on le camoufle d'un nuage de fumée. Et pareil pour le rôle de la mère. Si on dit parent 1 et parent 2, Ça c'est quoi? brouille un peu. Ça brouille, on ne sait pas qui est qui. Pourtant, chacun des deux crée l'équilibre, parce qu'on parlait d'équilibre au début de l'émission. Mon père m'expliquait souvent que l'homme et la femme, c'est un peu comme une batterie ou un générateur électrique. On va du plus vers le moins. Et quand les deux vont dans le sens contraire, ça crée un court-circuit. Et en essayant de faire ce truc de ça crée un combat en fait. Et l'enfant voit ça. L'enfant voit son père sa mère en train de dire à son père, t'as pas le droit de faire ça, pourquoi tu fais ça, n'engueule pas l'enfant, ne le reprends pas sur telle chose. L'enfant voit ça, il se dit, ah c'est possible en fait. Parce que si maman lui dit ça, ça veut dire que peut-être qu'elle n'a pas de légitimité à me le dire. Donc je peux le faire. De toute façon, papa, de toute façon, il ne sert à rien. C'est pas lui qui... Oui, c'est ce qu'expliquait Tanguy, en fait. Ouais, le père, il y a un schéma reproductif. Ouais. Les parents sont des modèles et Ouais. avant même de parler, leurs actions les uns à l'égard des autres guident et orientent leurs enfants. C'est ça. Et je trouve que le rôle du père est un peu réduit, de plus en plus réduit. Par exemple, mon père me disait, Astrid, il y avait beaucoup de colère vis-à-vis de lui. Quand j'étais dans l'époque de Papa Outé, il y avait beaucoup de colère et il me dit, je ne vous ai pas abandonné. Ton frère et toi, je ne vous ai pas abandonné. Vous avez été arrachés à moi. Ah, Il dit, tu sais ce que c'est comme violence de voir ses enfants à l'aéroport avec une femme qu'il a aimée. on ne lui a pas demandé son avis. On ne lui a pas demandé son avis. Il peut pas non plus aller contre elle parce que ma mère était issue
bonne famille. Papa commissaire divisionnaire, qui est l'équivalent de ministre à l'époque. Ouais, Donc mon père me dit, vous avez été arraché à moi. d'accord. Et quelque part aussi, je me disais que ça allait être un bien pour vous parce que c'était la France. Tu en as voulu à ta mère? Si je lui en ai voulu. Mm. Avec du recul, ouais. Parce que, contrairement par contre à beaucoup de femmes, ma mère n'a pas été dans un truc de diabolisation de mon père. D'accord. Ça aurait pu être un... Mais il y avait quand même des choses que j'entendais qui me paraissaient assez... Il fallait que je vérifie. D'accord. Et souvent, l'enfant grandit dans ça, dans un truc où le père est absent. Mhm. Et l'enfant apprend que le père est absent parce que le père n'a pas voulu. D'accord. Alors que souvent, quand on cherche, quand on observe bien les pourtours de l'histoire, on se rend compte qu'il y a des zones d'ombre qui peuvent être assez choquants. Et toi, Tanguy, est-ce que le féminisme a essayé de secouer un petit peu l'équilibre à l'intérieur de ton foyer? Pas à l'intérieur de mon foyer, D'accord. parce que, bon, voilà. Les bases étaient On déjà bien garde ancrées. Voilà, Regarde on le- garde et il y aurait plein de choses à dire, mais en tout Oui, cas, non, on sait où on va. Mais je pense quand même que je ne suis pas contre le féminisme parce que de la même manière que le communautarisme doit taper fort pour rétablir l'équilibre, le féminisme aussi, ce que tu as expliqué, c'est quand même des dérives du féminisme, Ah oui, on est des d'accord. choses qu'on va critiquer, mais permettre de rétablir un équilibre. Et nous qui sommes africains, moi j'ai découvert, je suis d'une tribu qui est très patriarcale, mais j'ai découvert que l'Afrique, c'est pas ça, que l'Afrique était très matriarcale et que les femmes, notamment dans le bassin du Congo, avaient une place prédominante, qu'il y avait des femmes qui militaient et qui dirigeaient aussi. Et donc je suis content qu'il y ait aussi ce mouvement-là, qui même s'il porte un peu des défauts aujourd'hui, mais rétablit cet équilibre et donne à nos femmes, moi j'ai 2 filles, j'espère qu'elles ne seront pas baladées par un homme qui fait n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'il faut qu'elles soient fortes aussi, qu'elles soient bien éclairées et qu'elles aient un peu, pas qu'elles ne deviennent pas féministes, mais qu'elles aient la Elle a conscience. dit qu'elle ne devait pas féministe. Non, pas féministes, en tout cas dans les Oh oui, dérives non, je que tu as comprends. évoquées, effectivement. Mais qu'elles aient aussi la conscience de la force qu'elles ont et qu'elles prennent aussi le lead et peut-être qu'elles soient même des chefs de famille. Ok. Pour moi, ce n'est pas l'homme qui est chef, la femme qui est chef. Ah, c'est intéressant de le dire. Je peux... C'est pour ça que je le dis. Attends. Pour toi, le rôle de chef, ce n'est pas attitré ou à l'homme ou à la femme. Non, c'est celui qui est capable. C'est celui qui est capable. Voilà. Merci pour cette phrase. Très bien. Et j'aimerais aussi quand même qu'on entende le frère Loïc, qui, si je peux me permettre, récemment, tu viens d'être père. Tu es à la fois issu d'un foyer multiple. Est-ce que tu peux nous en parler? Recomposée, Famille ouais. recomposée. À Tu titre peux nous parler de personnel, je viens d'une famille recomposée. Donc mon père a éduqué mes grands frères. Hein. Après, il n'est pas arrivé dans la vie de mes grands frères au même âge que toi, et puis ils étaient enfants. Et si tu veux, moi, mes grands frères ont toujours eu 2 pères. Leur père biologique, qui voyait un week-end sur 2, et le père à la maison, qui était mon père. Donc je ne suis pas convaincu du fait qu'un père ce soit forcément lié au sang. Je pense que c'est surtout le fait d'avoir une présence, effectivement, quelqu'un qui a un regard bienveillant envers toi, et que tu puisses derrière, enfin avec lequel tu puisses t'identifier, te reposer et même sentir une certaine sécurité. C'est important quand tu dors chez toi de dire qu'il y a quelqu'un qui garde la maison. Enfin, ce sentiment de sécurité, je pense qu'il est important à avoir au quotidien et que quand on l'a pas, ben oui, ça peut créer des déséquilibres. Et je pense que dans ce qu'on est en train de traverser aujourd'hui dans la société, je suis d'accord avec le fait qu'il faut laisser la place aux femmes pour qu'elles puissent s'exprimer, mais il ne faut pas que l'on s'oublie en tant qu'homme, que l'on oublie nos forces, que l'on oublie nos rôles, et il faut que l'on continue à s'affirmer pour ça. Et je pense qu'il y a un manque de passage de relais quelque part. Et c'est pour ça que l'époque de la colonisation et l'esclavage a été dévastateur, c'est qu'il y a eu une coupure. Alors qu'il y a eu des traditions, on sait qu'à l'époque de nos ancêtres, on le dit souvent, il y avait des rites d'initiation qui te faisaient passer d'enfant à homme. Et je pense que c'est ça qui manque quelque part aujourd'hui, c'est un passage de relais, c'est de l'initiation. Et on est beaucoup dans la communauté, et même hors de la communauté, mais quand même, je pense qu'on l'est énormément dans la communauté à rester dans un statut d'inconditionnel enfant, oui. à rester chez nous, à se faire entretenir par nos parents pendant super longtemps, et même parfois à se mettre en couple avec des femmes, mais à se reposer sur la femme comme si c'était notre mère, et c'est pas bon ça. Donc je pense que ouais, on devrait essayer de trouver des moyens pour se nourrir et pour se dire que voilà, être un homme, c'est ça. Ce n'est pas juste avoir ce qu'on a dans le bas-ventre et tout ce qu'on sait autour de ça, mais c'est aussi
un rôle et quelque chose à tenir pour le bien de la société et même de l'humanité. C'est bien de Dans des- préciser pour le bien de la société. Mais c'est vrai qu'il manque des écoles pour devenir homme. Mm. Il y a des Je écoles pense. pour beaucoup de choses. J'en suis intimement persuadé. J'en ai intimement persuadé. Et tu viens de devenir papa. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un point de bascule? Oui, il y a eu un point de bascule complètement, puisque avant d'être père, c'est vrai que je dirais pas que j'étais dans un statut d'enfant, mais en tout cas, je pense que je vivais pour moi. Je vivais essentiellement pour moi. Et on en parlait en coulisses, mais c'est vrai que être père, c'est un peu mourir en même temps, parce que il y a un passage de relais et ça te permet de lire la vie totalement autrement. Donc oui, moi en tout cas, à titre personnel, c'est clair que ça a été une bascule de devenir père, et ça te permet de lire les choses autrement. Je sais qu'il y a d'autres pères ici, donc Ouais, je ouais. ne sais pas si ça a été aussi votre expérience. Oui, mais, oui. Ça permet, je rajoute tout ce que vous avez dit, tout a été dit, je pense. En tout cas, explorer. Ça permet aussi de se projeter sur le très long terme. Dans le sens où il n'y a pas de dynastie Rothschild sans le père Rothschild. Il n'y a pas de Dangote aujourd'hui à l'ICO sans le père Dangote. Il n'y a pas même Mbappé. Mbappé, c'est aussi l'œuvre de ses parents, et notamment de son père. On sait que son père est très présent. On a tendance à l'oublier dans une société hyper individualiste où on pense qu'on self-made man, on se construit tout seul, alors qu'un père, c'est celui qui a tendance à se projeter. Et à l'échelle d'une nation, tu parlais des pères de la patrie, c'est celui qui prend des décisions sur 50 ans, sur 100 ans, sur 200 ans. Donc c'est un défi central. Et si vous aviez un dernier mot, une suggestion à adresser, c'est la fin. Donc une Oui, c'est la fin. une suggestion à adresser ou un conseil à adresser à un père que l'on a forcé à être absent, ou alors à un jeune homme qui aspire à le devenir père. On Parce que- terminera avec Tanguy, Parce que qui est je quand voulais même faire- un père présent. donc. Parce que je voulais faire une intervention sur l'intervention de Tanguy. le Mais temps on a nous dit manque, que hélas. d'accord, le temps nous manque. Si quelqu'un veut devenir père, je lui dirais de bien réfléchir. À savoir qu'il y a une responsabilité à mettre des individus à part entière dans ce monde. Que les enfants ne nous appartiennent pas. Qu'ils s'appartiennent à eux-mêmes et qu'il faut tâcher d'être le meilleur père possible. Parce que c'est un élément déterminant dans la vie d'un enfant, que ce soit un garçon ou une fille. Très bien, merci. Est-ce que j'ai un mot à dire? Oui, évidemment, je pense que pour quelqu'un qui aspire à devenir père ou être en tout cas le meilleur, je pense que le plus important, c'est aussi de savoir pourquoi est-ce qu'on veut faire cet enfant. Pourquoi on veut le faire? Est-ce qu'on le fait de manière égoïste ou est-ce qu'on fait un enfant pour lui-même? Vraiment, je pense que c'est la question un peu quand tu es père, c'est voilà. C'est l'enfant n'est pas pour moi, ce n'est pas ma chose, ni l'objet de toutes mes réflexions. Il doit être lui. Très bien, Voilà. merci. Je vais rebondir sur ton idée parce que je pense que pour le coup, les deux vont ensemble. Ouais. Tu fais un enfant pour toi parce que tu as envie d'avoir un enfant, mais tu dois lui laisser l'espace d'être lui-même. Ouais. Parce que ton rôle en tant que père, ce n'est pas de dicter absolument tout ce qui le concerne, mais c'est simplement de l'accompagner vers son âge adulte au mieux. Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, Le mot de la fin pour toi, mon frère. merci, c'est gentil. Père présent, donc. Non, mais le fait de ne pas avoir un père, ça ne veut pas dire que soi-même, on ne peut pas être un père. C'est ça surtout. On peut briser et créer à partir de nous une nouvelle histoire, et l'histoire d'un père qui sera présent et qui sera présent. Il ne faut pas hésiter à aller chercher, ça existe. Dans la communauté, il y a des pères et il y a des pères présents, Il y a des rôles modèles, quoi. et il y a des rôles modèles. Et il suffit de s'entourer et d'aller chercher, de prendre sa vie en main pour devenir ce qu'on veut que nos enfants soient. Et ce n'est pas impossible en tout cas. Alors merci pour cette note d'optimisme, la bienvenue, remplie de sagesse. Vous avez vu, les funérailles des tabous, on aborde tous les sujets. Là, le sujet du père, j'aurais pu me prononcer, j'ai préféré éviter pour ne pas laisser libre cours à des émotions. Moi-même, j'ai grandi sans père, ça m'a amené dans une adolescence tumultueuse, mais je me reconnais un peu de tout ce qui a été dit. Et le mot d'ordre, moi, si à mon petit niveau, je voulais apporter quelque chose, c'est devenir père, c'est devenir un professeur. C'est avoir le sens de la transmission. Pourquoi? Du fait que qui a tout mais qui n'a pas la connaissance n'a rien, qui a rien mais qui a la connaissance a tout. Donc à chacun, quel que soit son âge, de faire l'effort d'apprendre, d'avoir le goût de la transmission, soit en lisant soi-même et ainsi les enfants imitent, soit en incitant par
des billets de récompense les enfants à suivre le pas. Donc devenir père, c'est devenir professeur. Les pères absents, on n'a rien à vous dire. Par contre, la prochaine génération, essayez de savoir pourquoi vous devenez père. Évidemment, nous ne faisons qu'introduire le sujet. À vous de le poursuivre. Nous n'avons pas la prétention de toujours avoir un regard exhaustif. Nous voulons juste, dans les funérailles des tabous, susciter l'envie de réfléchir avant d'agir. Et en partant du principe que tout seul, on va vite. Mais c'est ensemble que l'on va loin. Et c'est surtout ensemble, autour d'une table, que l'on va loin et au-dessus de nos émotions, au-dessus de la victimisation, là où nous attend notre épanouissement. Les funérailles des tabous, c'est votre émission, vous le savez. N'oubliez pas de liker, de nous encourager, de commenter de manière constructive. Et on se dit à très bientôt. Au nom de toute l'équipe des funérailles du tabou, je vous remercie d'avoir suivi attentivement cet épisode en espérant qu'il aura mis du grain à moudre au moulin de votre réflexion. Comme vous le savez, notre communauté fait face à un certain nombre de défis, aux allures de déficit. Nous pâtissons, ayons le courage de le dire, d'un déficit entrepreneurial. Nous sommes plus des consommateurs que des acteurs économiques. Où sont nos entreprises dignes de ce nom? On se rend à Château-Rouge, à Château-d'Eau, on s'aperçoit que les magasins qui vendent nos produits ne sont pas vendus par nous-mêmes, mais par d'autres. Et s'agissant du terrain organisationnel, c'est un secret de polichinelle. Nous ne sommes pas encore au rendez-vous de l'excellence en la matière. Ou même encore, déficit d'ordre culturel. Où sont nos journalistes, nos historiens de nouvelle génération qui peuvent transmettre le sens de la dignité aux prochaines générations? Qu'est-ce que ça donne comme conséquence? Ça donne une communauté parfois enchaînée ad vitam aeternam au HLM, à l'assistanat. Pire, psychologiquement enfoncée dans une forme de victimisation. Et il se trouve, et Dieu merci, que notre communauté regorge de personnalités ici ou là qui ont une expertise à faire valoir et à mettre au service des nôtres afin de tordre ce déficit et d'engager cette renaissance par l'excellence. Si vous voulez être des acteurs du changement de votre vie, quand on sait que ce n'est pas l'union qui fait la force, c'est l'union des forts qui fait la force de l'union. Si vous voulez être fort, eh bien, nous avons concocté des vidéos. Mais ce ne sont pas des vidéos de divertissement, ce sont des vidéos qui vous donneront des clés pour vous permettre de faire face à ces défis. Des clés sur le terrain entrepreneurial. Comment réussir à tenir le coup et à avancer avec succès sur ce terrain-là. Des clés sur le terrain culturel. Comment réussir à maîtriser votre logos, à bien vous exprimer, à mettre en avant sur des terrains intellectuels. Des clés d'ordre organisationnel. Comment parvenir à être structuré efficacement et à répondre aux défis que cela impose. Eh bien, c'est simple. Il vous suffit de cliquer dans la barre de description où vous y attendent des vidéos 100% gratuites. Mais gardez bien en tête que gratuité ne rime pas avec médiocrité. Bien au contraire. Mais la vraie question que vous devez vous poser, c'est: êtes-vous prêt à devenir les acteurs de votre destin et non plus simplement les spectateurs? Je vous laisse la réponse.